Bonjour, merci pour ce panorama des dernières politiques publiques et notamment sur Noailles. Je voulais juste faire un petit ajout par rapport à ce qui a été fait en termes de projet sur Noailles que vous avez un peu oublié. C'est l'étude urbaine auquel j'ai participé de plan guide en 2014, qui a été un travail intéressant, mais qui est passé plusieurs fois malheureusement à la poubelle, ressorti de la poubelle, reparti à la poubelle, faute de décision politique forte sur cette question. Aujourd'hui, je pense qu'il peut être aussi une base de réflexion sur le devenir de Noailles, donc je tenais à le préciser. Je vais profiter par le fait que Chantal Decmine est ici. Elle avait, à l'époque de 2013, fait un projet de réparation des rez-de-chaussée et premiers étages de l'espace public, en considérant que l'ensemble fait partie d'un tout, et qu'il s'agissait bien d'une réparation et non pas d'une démolition-reconstruction, et que naturellement ce projet n'a pas eu lieu. Donc il y a des projets sur Noailles, et on n'en doute pas du tout. Désolé. Juste une réflexion par rapport à la question que vous avez posée. Pourquoi n'arrive-t-on pas à éradiquer l'habitat indigne sur Marseille? Je parlerai bien sur Marseille parce qu'il y a des similitudes entre les grandes métropoles et puis il y a des particularités. La particularité de Marseille, c'est qu'il y a une tension, il y a une certaine gêne entre le regard porté sur le logement indigne et le regard porté sur ceux qui habitent le logement indigne. Et c'est cette tension-là qui, de mon point de vue, d'une expérience d'une dizaine d'années, a fait que la municipalité, ou bien les municipalités, soit qu'ils ont tardé à intervenir, considérant que les victimes de l'habitat indigne sont essentiellement des migrants, et la municipalité actuelle s'est trouvée devant un dilemme très important. Attaquer le logement indigne suppose d'offrir une alternative aux personnes qui habitent le logement indigne. D'une part, c'est la loi, et d'autre part, c'est absolument ce qu'on ne veut pas faire. C'est offrir une alternative aux victimes de logement indigne. Tout simplement, parce que quand vous déplacez quelqu'un du 1er arrondissement, les gens du 4e arrondissement, toujours partisans de la majorité municipale, ne veulent pas en entendre parler. Mais j'ai pris à dessein les gens du 4e arrondissement, mais il n'y a pas que cela. Et donc, dans la mesure où vous n'avez pas un plan de relogement qui est construit sur 10 ans, ou 15 ans, ou même 20 ans, ou même plus, quand vous n'avez pas un plan de relogement en amont, vous vous trouvez constamment avec le logement indigne qui s'amplifie. Et plus il s'amplifie, plus vous vous rendez compte de votre faiblesse et de votre incapacité. À Marseille, on a beaucoup entendu parler de logement relais. C'est des logements tiroirs, toutes les formules techniques à Marseille, on les connaît. Et en 2006, on a chargé une société d'économie mixte qui est Adoma de construire 40 logements relais au Rakati. 40 logements relais au Rakati. Cette société a été indemnisée à hauteur de 400 000 euros pour les études, le temps qu'elle a consacré. Et puis un beau jour, on a fait une concertation dans le quartier en question, le Rakati, ce qu'on appelle une concertation. Et à la réunion, il y avait 15 personnes sur un quartier qui contient 5 000 ou 10 000 habitants. Et sur 15 personnes, il y avait une dizaine de personnes du Rassemblement national. Et on a décidé que le peuple n'en voulait pas de ces logements relais, que c'était une erreur, que dans la mesure où c'était refusé par les habitants, il fallait annuler la délibération. Et donc on a annulé la délibération qui consistait à construire 40 logements relais, ce qui est une goutte d'eau
par rapport aux besoins de Marseille. Et on a indemnisé la société Adoma de 400 000 €, simplement du fait d'avoir annulé ce contrat. Voilà, cet exemple-là vous montre qu'on a une difficulté pour savoir que faire des logements, que faire des habitants de logements indignes. Les habitants envers lesquels on n'a pas une tendresse particulière, on a une gêne, on est excusez-moi le terme, emmerdé, on ne sait pas quoi faire. Et deuxièmement, on se dit, les autres arrondissements n'en veulent pas. Et donc, on se retranche derrière une politique du contentement qui ne date pas de Gaudin, c'est-à-dire que les gens ne sont pas malheureux là où ils sont. Et au demeurant, souvent les victimes de logements indignes cumulent tellement un handicap qu'on a vu rarement des victimes de logements indignes eux-mêmes réclamer le besoin, le droit de sortir de logements indignes. Il faut vraiment qu'il y ait des drames ou des mains tendues de l'extérieur. Et c'est pour cette raison-là qu'on a cette difficulté sur Marseille. Excusez-moi, j'étais un peu long. Non, c'est un fait. Simplement pour prolonger au-delà de l'aspect scandaleux dont vous parlez, et ça j'en ai pas beaucoup parlé, c'est qu'on n'a pas détruit le centre-ville de Marseille, on n'a pas détruit Belzunce parce que d'une part, il y a eu dans les années 70-80 ce qu'on a appelé un retour à la ville, pas simplement un retour des élites dans la ville, parce qu'à Marseille c'était pas du tout ça, mais des écoles d'architecture, par exemple. Un travail immense a été fait sur l'analyse urbaine, sur l'analyse des typologies, sur l'analyse historique. Et je dirais qu'il y a une base extrêmement importante et sur laquelle on peut s'appuyer pour l'avenir de ces quartiers centraux. En fait, ce qui s'est beaucoup opposé à la destruction de ces quartiers centraux marseillais, c'est le ministère de la Culture, les lois Malraux, comme on dit, qui ont eu leur déviance aussi, mais qui fait qu'à partir d'un certain moment, on a protégé l'habitat ancien comme qualité d'habitat historique. Et donc, cette volonté de regarder les quartiers historiques, non pas comme des vieilleries dont on pourrait se passer, que la charte d'Athènes refuserait, on a commencé à regarder ça comme des objets de culture identitaire, c'est-à-dire de culture locale. Je ne pense pas que le mot identitaire soit un mauvais mot, qu'il ne fallait pas détruire. Et effectivement, détruire les villes comme identité, c'est ce qu'on appelle l'urbicide. C'est comme ça qu'on a détruit Phnom Penh, qu'on détruit Mossoul, etc. C'est une manière de détruire les villes, non pas comme objet, mais comme porteur de culture. Et je crois qu'on a au moins cette chance en France que la culture, les monuments historiques ont essayé de protéger les centres-villes. Il y a derrière sans doute des calculs économiques, mais bien sûr il faut de l'économie. Mais malgré tout, Belzunce et Noailles n'est pas aujourd'hui entièrement démoli parce qu'on a fait des zones de protection du patrimoine à une époque, qu'aujourd'hui il y a une AVAP. J'espère que Mireille Pellen a bien raconté ce que c'était son AVAP, non ? Je sais pas, j'étais pas là hier dans la journée, mais quelque chose qui dit que, par exemple, que derrière le 65 de la rue d'Aubagne, il y a une cour qu'il faut conserver. Vous voyez ? Donc c'est quelque chose qui est finement étudié et qui permet de connaître assez parfaitement, je ne sais pas si c'est jamais parfait, mais de connaître assez bien le tissu urbain, les typologies urbaines ayant été étudiées dans les années, dans les décades précédentes, INAMA et d'autres groupes encore, font qu'on a une matière pour maintenir le bâti historique dans Marseille. Je rajouterai quelque chose. Je pense que ce qui manque sûrement, c'est l'histoire. L'histoire, la vraie histoire. C'est-à-dire l'histoire de tout. C'est-à-dire qu'il y a l'histoire des formes urbaines et de la manière dont une ville a produit des formes très, très intéressantes et dans lesquelles on peut vivre encore. Enfin, ces travaux auxquels Thierry, tu te réfères, effectivement, qui existent. Mais après, il y a, je crois, l'histoire de ce qui s'est passé vraiment, c'est-à-dire des acteurs.
Et ça, c'est une histoire qui, à mon avis, reste encore à écrire et qui demande beaucoup de courage. Alors, aux historiens, certes, mais à tout le monde. C'est-à-dire qu'il faut avoir l'envie de savoir ce qui s'est passé. Et puis, il faut aussi braver les réticences qui existent dans nos sociétés aujourd'hui sur l'histoire. L'histoire, on aime penser que c'est le passé et que c'est fait pour les amateurs d'histoire. Ça peut aider à construire du patrimoine. Ok. Cette histoire qui serait comme un grand coffre, fermé ou ouvert selon qu'on a envie de l'ouvrir ou de le fermer. Non, l'histoire c'est maintenant. Elle est en train de se faire. Et elle a commencé il y a longtemps. Donc c'est l'histoire des gens qu'il faut faire, et pas que des habitants, mais des décideurs. Et il faut une histoire courageuse, une histoire ce que vous avez raconté, monsieur, par exemple. Il faut raconter ces procédés. C'est compliqué, c'est beaucoup de travail. Je pense qu'il y a là quelques thèses de doctorat à écrire encore. Mais je pense que ce qui manque au débat le plus, c'est la connaissance de... Je dis l'histoire, c'est un mot terrible parce que dès qu'on dit histoire, c'est ah ouais d'accord l'histoire. Ouais. C'est de quelle histoire le présent est-il l'actualité? Le présent est toujours l'actualité d'une histoire, mais c'est une histoire d'homme. C'est pas qu'une histoire de bâtiment. C'est une histoire de décision. C'est une histoire de non-décision. Marseille est une ville honteuse du point de vue de la décision et de la gouvernance et du gouvernement. Marseille est une ville horrible de ce point de vue-là. Et quand Arnoux écrivait « Je n'ai pas sujet des métros les Marseillais, mais j'aime Marseille », il faisait la distinction entre là où il faut la faire. À Marseille, la gouvernance est insupportable. Si on suit l'histoire à gros traits, maintenant sûrement que si on regarde les choses d'un peu plus près, on va trouver des nuances rassurantes, j'espère. Mais enfin, globalement, quand même, c'est une histoire dure. Une histoire très dure. Donc voilà, c'est peut-être ce qui manque au débat. Qu'est-ce qui nous a amenés à l'état présent, avant même de réfléchir à quoi faire, comprendre pourquoi on en est là. Je crois que ça manque, et dans tous les territoires, on fait trop de projets, on parle trop de projets, je trouve. On en a besoin des projets, bien sûr, mais on les fait au présent, en regardant un passé récent, généralement et encore. Voilà, moi je sais pas, je pense qu'il nous manque ça, et que l'habitant, le citoyen, a besoin de savoir. Il faut qu'il ait la patience d'écouter quand c'est établi. Il faut le transmettre. Je pense que cette histoire, il faut qu'elle soit accessible à tous le plus facilement possible, qu'elle soit en ligne, bien sûr. Il faut que la page Wikipédia de Marseille raconte l'histoire de Marseille, mais pas la grande histoire, toute l'histoire. Oui, enfin bon. Non, je suis bien sûr qu'il faut tout savoir. Enfin, des fois, il y a quelque chose d'un peu désespérant, tout savoir, c'est René. On en sait trop, quoi, ça va. On sait aussi l'histoire, quoi, tu vois. Et le détail... Non, mais c'est pas tant ça. Je ne rêve pas que ce que tu dises vienne effacer ce que disait Thierry juste avant. Et là, je trouve que cette façon de finir sur Michel Serres, bon, tant mieux, mais l'idée qu'on construit des baraques pour pas se foutre les pierres dans la gueule, c'est quand même une assez belle idée, et qui résume bien un certain nombre d'histoires, quoi. Et qui pose la question de... Parce que c'est une des difficultés qu'on a à travailler sur les centres-villes. Effectivement, c'était ce que tout le monde souligne, c'est que c'est à la fois de la pierre et des gens qui habitent dedans, quoi. Et il y a toujours une dramaturgie des gens qui habitent dedans. Et j'aime bien les deux. C'est juste, effectivement, on fait pas des... Comment dire, c'est pas des centres archéologiques qui nous intéressent. C'est quand même des... Mais je vais essayer de dire quelque chose d'absolument... Je continue un peu sur l'idée qu'il faut construire des bâtiments pour arrêter de foutre les pierres sur la gueule, quoi. C'est une assez belle idée. Et je vais dire quelque chose d'un peu scandaleux. Moi, je trouve que c'est pas mal de s'intéresser aux cailloux en tant que tels. Et c'est aussi ce que disait un peu Thierry, c'est-à-dire qu'à un moment donné, regarder la ville comme une architecture et en faire finalement un objet culturel, et que c'est peut-être un des moyens les plus certains de préserver d'une démolition un peu aveugle, que de se dire ce qu'on a sous les yeux n'est pas identifié comme quelque chose nécessairement d'intéressant. Ce que j'ai essayé de dire peut-être maladroitement hier, je trouve le quartier de Noailles
c'est tout à fait scandaleux, ce que je dis, pas simplement intéressant pour les gens qui habitent dedans, évidemment, mais aussi intéressant pour sa constitution physique. Sa constitution physique est passionnante. Donc je pense qu'il y a intérêt à la regarder de près. Et alors, je dis ça avec un tout petit peu d'hésitation, excusez-moi, je parle de moi, au fond, c'est pas très intéressant, en fait, quand même, parce que je crois qu'il y a aussi un autre... Cette construction culturelle dont tu disais qu'elle a été pour partie faite sur les centres anciens, moi je crois que la bataille n'est pas tout à fait finie, qu'il y a des gens qui seraient tout à fait d'accord pour imaginer que, justement, au titre des gens qui vont y habiter, et qui manquent de soleil, qui manquent de ci, qui manquent de ça, qu'on ferait bien de faire un bon coup de propreté et de repartir bien net. Donc je ne pense pas que... C'est un peu comme le féminisme. On a eu des moments de gloire du côté du féminisme. Aujourd'hui, bon, c'est une bataille qui n'est jamais fermée. Donc je pense que la question de la bataille sur la valeur culturelle des centres historiques, sur l'identité culturelle des centres historiques, sur ce que ça peut faire, est toujours à reprendre. Et c'est pas pour et je pense qu'il y a même des questions d'extension du domaine de la lutte, c'est-à-dire que peut-être que Noailles, moi j'ai une vision assez pessimiste sur les puissances de l'industrie du bâtiment en France, qui sont bien organisées, qui sont aussi des puissances financières, Vinci, Eiffage, Bouygues, etc. J'ai entendu dire à un moment donné qu'il y avait des dizaines de bâtiments continus qui avaient été rachetés dans Noailles tout de même. Bon, ça laisse présager de certaines hypothèses d'intervention. Donc, la bataille est loin d'être terminée. Je crois qu'il ne faut pas baisser les bras là-dessus. Et quand je disais qu'il y a extension du domaine de la lutte, c'est que je pense aussi que des quartiers qui sont intéressants du point de vue, et c'est pour ça qu'il y a peut-être une relation finalement, qui sont intéressants du point de vue de leur formation historique, comme le quartier de la Belle de Mai par exemple, qui a une complexité aussi parce que c'est un quartier de faubourg, c'est un quartier qui en mêle industrie, des bouts de campagne qui traînent. Enfin, il y en a un très beau d'ailleurs derrière le bord. Des continuités urbaines et tout, ce sont des quartiers qui sont dans la même situation sociale, voire largement au-delà, et sur lesquels il y a peu d'intérêt culturel qui est porté. Moi, je pense que l'espace de l'expérimentation, de la rénovation urbaine brutale, c'est peut-être pas Noailles qui aura à la subir, mais probablement les quartiers de la Belle de Mai. Donc je pense qu'il y a quelque chose à continuer, qu'effectivement, tu as raison de le souligner, les écoles d'architecture sont là pour ça. Peut-être que c'est notre boulot, au fond. On n'est pas sociologue, malheureusement, on n'est pas historien, mais on est peut-être capable, à un moment donné, d'avoir des descriptions sur l'intérêt culturel des formes physiques. Et je pense que ce cœur de métier serait intéressant à poursuivre dans les écoles d'architecture. Oui, à moins qu'il y ait des questions. Oui, pardon, excusez-moi, une question. Moi, je voulais peut-être évoquer aussi le fait que je pense qu'il y a des projets intéressants qui ont pu surgir. Il y a quand même eu le travail sur le site patrimonial remarquable de Marseille qui a été mené dans les années 2015, 2016, 2017 par la ville avec les services de l'État, repris par la métropole. En fait, la difficulté, moi j'ai vu des projets d'architectes, certains sont dans la salle, extrêmement intéressants, qui étaient élaborés, y compris à l'intérieur de Noailles. Le problème, c'est qu'on ne passe jamais à l'acte. C'est-à-dire on fait des études, on fait des projets, il y a des choses intéressantes qui émanent à la fois des professionnels, mais aussi des collectivités, des services de l'État. Mais il y a une espèce d'attentisme qui fait qu'en fait, on mène des études passionnantes, on fait des projets, mais on n'arrive pas à les mener à bien. Sur Noailles, c'est particulièrement caractéristique. Enfin, quand on regardait après les effondrements, en fait, les projets qui avaient pu être élaborés, il y en avait peu, très peu. Mais parmi ceux qui avaient été élaborés, aucun n'avait été mis en œuvre réellement dans Noailles. Et le site patrimonial remarquable de Marseille, il a été mené par une équipe pluridisciplinaire de très très grande qualité. Je crois que Dominique Daudet est intervenu hier après-midi pour en témoigner. Il y avait dans cette équipe vraiment toutes les compétences pour travailler vraiment sur la morphologie de ce quartier, sur sa valeur culturelle, sur sa valeur d'habitabilité, parce que c'est quand même ça dont on parle. Et en fait, cette étude, elle est approuvée, et derrière, il ne se passe rien sur le plan opérationnel. Et en fait, on a du mal, enfin moi, ce que je constate, c'est que la difficulté, c'est de passer à l'acte. C'est de passer à l'acte. Et finalement, effectivement, la crainte qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est
c'est que toutes ces études-là, on les a faites, elles ont été faites, mais que comme aucun projet ne s'est fait et que maintenant on est dans une situation où il va falloir intervenir, il y a quand même une crainte aussi effectivement de la politique de la table rase. Quand vous parlez d'acquisition d'immeubles en ligne, c'est vrai que ça laisse présager des risques qui peuvent exister en termes d'intervention architecturale violente dans ce tissu bâti qui ne demanderait qu'à être réhabilité et entretenu tout en finesse. Et les études ont été faites pour que ça ce soit possible, mais je n'arrive pas à m'expliquer, à part effectivement, il faut voir les mécanismes de décision, mais pourquoi on le fait pas? Pourquoi pourquoi les bonnes intentions ne passent pas à l'acte? Oui, parce que les intentions ne sont pas bonnes, parce que les vraies intentions ne sont pas bonnes. Comment dire, il y a la belle âme du Szechuan de... comment il s'appelle l'allemand? Le théâtre... Brecht. Excuse-moi, Brecht. Oui, on a toutes les bonnes intentions du monde et ça ne marche pas. Et il ne faut pas rêver. Pourquoi les bonnes intentions ne sont pas réalisées? Parce que des gens en ont de mauvaises. Il y a des faits. On est dans une société où les inégalités s'accroissent. On est dans une société de plus en plus libérale. On est dans une société où tous les acquis sociaux sont menacés. Et effectivement, la mixité sociale annoncée comme un projet ne tient même plus. C'est-à-dire que les écarts de revenus et les écarts de projets possibles pour les différentes classes sociales françaises ne permettent plus une mixité sociale. Moi, la mixité sociale, on pouvait la connaître quand des ouvriers pouvaient espérer que leurs enfants feraient des études et quand ceux qui avaient été fils d'ouvriers pouvaient espérer que leurs fils ou leurs enfants feraient eux-mêmes de meilleures études et gagneraient encore plus. Oui, il y avait une mixité sociale parce qu'il y avait des projets qui se croisaient. Parce que d'une certaine manière, la mixité sociale a une condition d'existence, c'est que nous ayons à faire ensemble. Nous ayons à faire ensemble. Or, effectivement, aujourd'hui, c'est très simple. Ça n'est pas le projet. Bon, ça c'est le premier point. Ensuite, je veux revenir sur la phrase très belle que tu as dite, qui a été signalée par Jean-Marc et que je vais resignaler, parce qu'elle m'a fait penser sur la question construire, c'est assagir les pierres qu'on pourrait se lancer les uns les autres. Je crois que si une école d'architecture a à faire, ça n'est pas d'avoir des bonnes idées. Ça n'est pas d'initier des politiques qui n'auront pas lieu. En revanche, c'est de faire valoir ce qui se passe quand il n'y a pas de ville. Et quand tu as raconté cette histoire, j'ai pensé à une manifestation que je faisais, alors j'ai même oublié où. C'était contre une centrale nucléaire, j'avoue que je ne sais même plus laquelle. Mais enfin, c'était contre une centrale et c'était ma seule manifestation à la campagne. J'ai crevé de trouille. J'ai crevé de trouille parce que je n'avais pas le regard de l'autre pour me protéger. D'ailleurs, il y a eu un mort à cette manifestation. Ça a été une des manifestations. C'est Bugey. Voilà. Il y a eu un mort à cette manifestation. Elle était à la campagne. Il n'y avait pas les black box. Il y avait les yellow blocks à l'époque. C'était des Allemands avec des cirés jaunes. Quand tu n'as pas des seuils, quand tu n'as pas l'espoir qu'un type peut t'ouvrir une porte, parce que j'en ai fait des manifs, j'ai une bonne expérience. Quand tu n'as pas l'espoir que quelqu'un peut te regarder par la fenêtre et au moins témoigner de ce qui va t'arriver. Quand tu es en pleine campagne, tu crèves de trouille. Et qu'effectivement, il y a une qualité des pierres assagies. C'est que tu as le regard de l'autre qui te protège. Ça m'a intéressé au moment où il y a eu les émeutes dans les banlieues et où ils ont fait des zones d'interdiction, des zones de couvre-feu. Moi, je connais les couvre-feux, j'ai connu les couvre-feux à Alger. C'était les couvre-feux, grosse maille. Et là, ils arrivaient à cibler un tas de quartiers. Alors, j'ai regardé les quartiers où il y a eu couvre-feu. C'était des quartiers en impasse.
C'était des quartiers, il y avait trois entrées. Donc tu contrôlais 3 entrées, tu verrouillais tout le quartier. Effectivement, il y avait couvre-feu. Je me disais, comment ça se passe, par exemple, si tu voudrais faire un couvre-feu à Belzins? Il y a 15, 20, une trentaine d'entrées dans Belzins. C'est-à-dire que tu ne sais pas le faire. La ville qui est avec le regard de l'autre, c'est aussi la ville où tu circules dans tous les sens. Je peux citer plus dramatique que les couvre-feux. Je peux citer la résistance héroïque du ghetto de Varsovie. Enfermement total du ghetto. On continuait par les sous-sols, par des immeubles mitoyens, à passer des armes. On continuait à informer la résistance polonaise, celle qui n'était pas antisémite, je veux dire pas grand monde, de ce qui se passait dans le ghetto. Et on continuait à informer le ghetto par des passages secrets, par des trucs. La ville, avec ce regard de l'autre, avec cette présence, avec cette densité, est un outil de convivialité et de protection quand même on est dans les sociétés et dans les situations les plus brutales et les plus violentes. Dans la mesure où je fais partie de ceux qui pensent que les situations seront de plus en plus brutales et de plus en plus violentes, je pense que la ville est un atout précieux. C'est-à-dire parler de sauver Belzins, parler de sauver le centre historique, parler de préserver les trucs, c'est pas seulement des histoires de vieilles pierres. Le Panier, c'est pas des vieilles pierres. Belzins, c'est pas que des vieilles pierres, c'est aussi quelque chose de vital pour la résistance de l'humanité à la barbarie. Voilà. Pardon, allez-y. Allô? Oui. Pour aller dans votre sens, donc, je me présente, Edwige, je suis habitante à Noailles, à la rue Polac. Et naturellement, on est dans un contexte assez insécuritaire en tant qu'habitant, des questions, etc. qui se posent. Et bientôt, 5 novembre sera de nouveau là. Enfin voilà, donc c'est pas pour effacer tout ça, bien au contraire. Mais on voudrait, donc là, je représente un certain nombre d'habitants, de commerçants, etc. de Noailles. On a monté une association qui s'appelle Le Jardin de Noailles pour peut-être dans cette conjoncture, on va dire, catastrophique, essayer d'apporter je ne sais pas si on peut apporter quelque chose, mais enfin en tout cas fédérer dans une dynamique associative voilà. Donc on voulait savoir par rapport à la place des Halles de la Croix. Donc j'ai été voir le travail que les élèves architectes ont fait. Les commerçants, l'association des commerçants des Halles de la Croix est aussi en question par rapport à ça. Nous-mêmes, on avait, il y a le 8 octobre, il y a quelques jours, donc présenté l'association officiellement à la mairie pour dire que c'était une association pas que de commerçants, mais une association pas que d'habitants, que c'est une association qui comprenait tout le monde et aussi les organisations et aussi les associations. C'est un peu ce qu'on veut faire. Et on aimerait être aidé, soutenu, pour avoir des visuels intéressants à montrer lorsque l'on parle de notre projet, parce que sinon ça risque de se faire sans nous, sans les habitants. Cette histoire de la Halle de la Croix, de la rue d'Aubagne, de la rue Polac. Je représente ici aussi un certain nombre de propriétaires. Moi, je suis locataire, mais il y a des propriétaires, donc des propriétaires dont l'ensemble des propriétaires de certains bâtiments aimeraient pouvoir végétaliser, justement, c'est la dynamique qu'on a choisie, végétaliser leurs murs pour pouvoir effectivement faire descendre des choses, faire des passerelles entre différents immeubles au-dessus des rues pour créer un peu cette dynamique et montrer un autre visage de Noailles et puis peut-être du ventre passer aux poumons de Noailles ou de rajouter les poumons de Noailles. Voilà. Donc est-ce que dans tous ces projets que vous avez faits, parce que vous continuez avec les élèves de l'école d'architecture, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait se rajouter déjà à vos projets? Est-ce que vous aimeriez peut-être travailler dans cette dynamique-là, puisqu'actuellement, donc, pour aller jusqu'au bout, il y a l'année prochaine le Congrès mondial de la nature qui se passe donc à Marseille, donc début juin, et peut-être, enfin en tout cas, j'ai vu la chargée de mission hier, elle aimerait bien
que l'association Jardin de Noailles et un peu le travail qui est fait avec les habitants commerçants soit présenté. Si, naturellement, on arrive à faire le pari improbable et impossible que l'on est en train de faire. Mais voilà, il y a aussi le côté compost, le côté écologie et citoyen, le côté zéro déchet. Toutes ces associations-là sont sur le projet pour faire de Noailles ce lieu improbable en éco-citoyenneté, devenir peut-être un petit phare pilote. Donc voilà, je voulais savoir si vous aviez déjà en boîte des choses, parce que j'ai entendu madame qui disait que, bon, qui est partie, qui avait des projets qui avaient déjà été faits préalablement en 2015-2017. Donc est-ce qu'on pourra avoir accès à ces documents? Est-ce qu'on pourrait les regarder? Parce qu'on est des gens qui aiment savoir, comme dit monsieur, on aimerait savoir pour réfléchir ensemble. Alors oui, on va prendre contact. Très heureusement, l'école d'architecture est un lieu où il y a une centaine d'enseignants et un millier d'étudiants. Donc vous avez environ 1100 opinions différentes sur la ville. Et un grand nombre d'enseignants auront des idées très proches de la vôtre sur la ville verte. Très malheureusement, vous êtes tombé sur le mauvais interlocuteur. C'est-à-dire que en tant qu'architecte conseil de l'État, je me bats à la DRIEA pour qu'il y ait moins de verdure dans les écoquartiers. J'ai labellisé 2 quartiers. J'ai fait labelliser 2 écoquartiers conçus par moi où il n'y a pas beaucoup de verdure. Je me méfie terriblement des murs végétaux. Voilà, je suis connu comme l'ennemi des murs végétaux. Oui, je ne suis pas le seul. Il y a des sociologues qui ont étudié le vécu des écoquartiers végétalisés. Mais je vous rassure tout de suite, bien que je ne sois pas votre interlocuteur, on fera passer l'information, on échangera les adresses et je vous adresserai aux personnes qui défendent la ville verte. Mais vous m'aurez malheureusement contre vous. Je voulais juste ajouter... Excusez-moi, mais en toute civilité, en toute urbanité. Oui. En étant tout contre, ça nous permet tous effectivement de donner nos opinions, mais d'avancer ensemble. Et quand vous voyez de sortir d'ici, juste là, je suis amoureuse de ce mur que je ne connaissais pas, oui, et que j'ai découvert et je trouve ça extraordinaire. Et je pense que c'est pas d'aujourd'hui qu'il est là. Non, mais si vous voulez, attendez, je peux préciser ma situation sur la ville verte. J'adore Séville, par exemple, et Séville est à mon avis, est un modèle qu'on ferait bien de regarder parce que c'est une ville qui supporte depuis plusieurs siècles les températures qu'on aura dans 30 ans ici. Il y a des murs blancs, il y a des toitures blanches, donc il y a peu d'énergie absorbée par les surfaces sombres. Il y a de la végétation, il y a aussi beaucoup d'eau, mais de l'eau précieuse. Enfin, quand je dis beaucoup d'eau, il y a souvent de l'eau, mais il n'y a pas beaucoup d'eau. Et il y a souvent de la verdure, mais il n'y a jamais beaucoup de verdure. Il y a des arbres de petite grandeur qui supportent les très grosses chaleurs. Il n'y a jamais de pelouse. Il y a une végétation rare, précieuse, chère à mon cœur, j'entends. Et si vous voulez, de ce point de vue, j'applaudis des 4 fers en l'air. Pour ne pas dire des 2 mains, le verdissement de la ville. Mais les écoquartiers, c'est autre chose que Séville. Les écoquartiers, c'est le jardin anglais inventé pour supporter les chaleurs de l'Andalousie. Ça me paraît totalement délirant. Voilà, c'est-à-dire que pour moi, ça n'est pas sérieux. Et en plus, c'est quelque chose qui... c'est un dossier sur lequel j'avance doucement auprès des services de l'État. Non, mais juste, bref... Je te coupe. Juste pour information, pour ne pas rentrer dans un piège, là, il y a aussi à Marseille une école du paysage. Donc, vous rentrez en contact avec eux, ce sera aussi intéressant. Parce qu'effectivement, on fait du très bon miel de béton dans les villes. Oui.
Si je peux intervenir en réponse aussi à cette dame et suite à l'intervention d'Hélène. D'abord, au sujet du site patrimoine remarquable qui s'applique aujourd'hui, c'est d'abord un règlement de protection, un outil de protection qui ne remplace pas toute la partie opérationnelle dont vous débattez et à laquelle vous contribuez. Pour revenir sur la question du verre, c'est vrai qu'on a tendance à voir, c'est général en France, chez nos élus, le ripollinage de certains plans. Le vrai sujet en lien avec le patrimoine, et c'est d'ailleurs traité dans le règlement du SPR, vous pouvez le voir sur le site de la métropole, tout simplement, c'est notamment le traitement des cœurs d'îlots et retrouver des cœurs d'îlots, notamment aérés, avec de la végétation. On l'a vu l'exemple hier de Toulon. Voilà. Ça, c'est la nature à sa place, c'est pas la campagne à la ville, hein, c'est pas de l'Alphonse Allais qu'on fait. Après, c'est vrai qu'il y a des choses qui se font, mais donc de manière beaucoup plus douce, tout à fait en cohérence avec le confort et la mise en valeur du patrimoine.